Bonjour à tous, merci d'être si nombreux. On est là pour vous présenter deux choses. Un, nos sociétés déjà, et deux, une prestation de service qui s'appelle un SOC. Et on va déployer tout ça au fur et à mesure de notre présentation. Alors, pour présenter Also, pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas. Nous sommes un grossiste international. On a 43 implantations dans le monde. On fait 6 milliards de chiffre d'affaires. Il y a actuellement en France 400 personnes sur 3 sites. Et Also a une particularité, c'est qu'elle vend aussi donc à tous les revendeurs. On a 3000 revendeurs en France, et sur le principe d'une marketplace qui permet aussi aux clients, des clients des revendeurs, de pouvoir passer ses commandes directement sur le net. Je vais m'arrêter là pour Also. Moi je représente, donc je suis Lamier, donc moi je suis le responsable de l'activité cybersécurité pour le compte du groupe Sigma. Donc Sigma, en fait, on est un groupe français situé sur la région nantaise. On a 5 implantations en France, on représente à peu près 700 collaborateurs et 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une activité de cybersécurité qui s'est créée il y a maintenant quasiment 6 ans. Nous sommes partenaires et merci Hervé et merci Also de nous avoir référencés comme partenaires, notamment pour proposer à travers la marketplace d'Alzo un centre opérationnel de sécurité, donc ce qu'on appelle un SOC, qui va permettre notamment aux partenaires d'Alzo, mais à l'ensemble des clients, de souscrire à un service de supervision en 24/7, de détection, de réponse à incidents et d'amélioration de la posture de sécurité, et tout ça à travers les solutions de Microsoft. Sigma a été reconnu en décembre dernier leader des SOC managés en France à travers le cabinet Exagis, donc anciennement connu Marques, notamment à travers justement le fait qu'on puisse proposer différentes solutions technologiques, dont celle de Microsoft, et notamment de pouvoir accompagner les clients dans l'amélioration continue de leur posture de sécurité. Au-delà du SOC, on va s'intéresser à la conformité, on va s'intéresser à la sensibilisation des collaborateurs, on va s'intéresser aussi à toute l'identification des vulnérabilités et de la conformité, et c'est un sujet dont on va aborder aujourd'hui, la conformité DORA, NIS 2, auxquelles les organisations vont devoir se conformer. Alors pour commencer cette petite conférence, j'ai voulu dresser un petit panorama des menaces cybersécurité en ce début d'année 2026, en paraphrasant et en reprenant les mots de Vincent Strubel de l'ANSSI. Il a dit en octobre dernier aux Assises à Monaco que « Winter is coming ». C'est-à-dire que clairement, on est devant l'explosion des cyberattaques et des menaces, malgré le fait que déjà en 2025, on a eu 50% de cyberattaques en plus par rapport à 2024. Il y a des choses qui sont encore fondamentales. 68% des incidents commencent systématiquement par le problème des identités. Microsoft en parlait tout à l'heure dans la plénière. Ça reste le vecteur par lequel les cyberattaquants, au travers du phishing ou d'autres moyens, vont pénétrer votre système d'information et se doter des moyens d'aller mettre soit un ransomware, soit exfiltrer des données. La France est au 4e rang mondial des pays les plus cyberattaqués. 2 raisons l'expliquent. 1, notre rôle géopolitique. On attire forcément les regards et on parle de déstabilisation politique. On est bien placé pour ça. Et 2, on a un tissu économique qui est très très fragmenté en PME. Les PME sont très peu structurées, ont peu de moyens, ont peu de compétences cyber. Et donc, malheureusement, elles payent beaucoup les rançons quand elles sont victimes de cyberattaquants. Donc, elles en font une cible prioritaire. Alors 2 risques qu'on peut mettre en avant aujourd'hui. Le premier, c'est justement par rapport à ces acteurs TPE, PME, petites organisations, c'est le risque de submersion face aux attaques. Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément structurées, et si elles ne se dotent pas de bonnes technologies ou de services pour justement être plus réactifs, savoir se défendre et anticiper la protection qu'elles ont à avoir face aux menaces, elles risquent effectivement d'être pénalisées et de se faire cyberattaquer en plus. Donc on a parlé des identités, les tentatives d'intrusion cloud se sont démultipliées, et
On parle aussi tout simplement de toute l'exposition du système d'information. Aujourd'hui, on a hybridé sur M365, on a sorti son CRM pour le mettre dans Salesforce, on a sorti son ERP pour aller le mettre dans Odoo ou dans SAP sur le cloud. Et en fait, là où avant on avait un système d'information, notamment dans les PME, qui était très on-premise, aujourd'hui il est dans le cloud et donc on démultiplie les menaces par rapport à ça. Le deuxième point, c'est effectivement la poursuite de la professionnalisation des hackers. Donc on dit toujours que les attaques sont toujours plus sophistiquées. Oui et non. Elles utilisent toujours les mêmes vecteurs. On parlait du phishing tout à l'heure. Mais on va dire que l'exfiltration de données, et notamment ce qu'on appelle l'info-stealer, est devenue l'activité la plus lucrative pour eux. On considère qu'aujourd'hui, il y a 81% des intrusions qui se font sans malware, mais plutôt à travers l'intrusion, à travers les identités. Et on est malheureusement en 2025 le deuxième pays au monde le plus touché en termes de compromission de données. On considère qu'il y a à peu près plus de 70 millions d'identités de Français qui ont été compromises. Alors, c'est pas tous les Français, c'est 70 millions de comptes français. Donc on peut reprendre Free, on peut reprendre SFR, on peut reprendre Boulanger, tous ces acteurs-là, les fédérations sportives, et qui font qu'aujourd'hui, les données sont les plus touchées. Donc quand on parle aujourd'hui d'une stratégie, il est plus que jamais nécessaire de jouer sur les 3 piliers que constitue aujourd'hui une stratégie de cyber, à savoir la prévention. 60% des attaques peuvent être allouées à un comportement utilisateur. Donc tout ce qu'on va pouvoir mettre en amont sur la prévention, la sensibilisation et les moyens de prévenir les attaques vont être importants. Se doter de moyens de réaction avec des outils et du service, donc pour réagir le plus vite possible, et tout ça dans une logique d'amélioration continue. Chaque incident est l'opportunité d'aller faire un rétex, de savoir ce que je dois améliorer, durcir la politique sur les postes de travail, durcir la messagerie et un certain nombre de choses. Tout ça, ça vient en fait s'inscrire dans une stratégie plus globale. Et aujourd'hui, avec Alzo, on souhaitait effectivement illustrer à travers cette conférence comment la conformité et comment notamment l'Europe aujourd'hui essaye de structurer les organisations pour aller créer une forme d'immunité collective. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis une bonne dizaine d'années, l'Union européenne sort un certain nombre d'actes ou de directives européennes qui vont s'appliquer soit par secteur d'activité, soit par taille d'entreprise, et dont l'objectif est de faire globalement monter le niveau de jeu de l'ensemble des organisations pour qu'elles soient plus sujettes aux cyberattaques, ou, si je fais l'analogie par rapport à la pandémie du Covid, c'est si on se fait tous vacciner, eh ben on vivra tous collectivement mieux face aux cyberattaques. Et finalement, une cyberattaque n'ira pas empêcher un fonctionnement économique, un fonctionnement social et sociétal des organisations. Donc pour ça, aujourd'hui, l'Europe a décliné des directives. Donc DORA s'applique depuis le 15 janvier 2025 pour tout le secteur financier. NIS 2 est décrété depuis un certain nombre d'années. On attend encore totalement la transcription française. Et derrière, vous avez le fameux label ISO 27001, très très connu depuis plusieurs années sur cet aspect-là. Alors tu vas trop vite, je reviens juste en arrière, excuse-moi. Ce qui est commun à l'ensemble de ces directives, c'est on va jouer sur les 5 piliers que constituent la prévention, la détection et la réponse, et la création de la résilience d'une organisation. La résilience est à la mode, déjà dans la société en général, mais pour les organisations en termes de cybersécurité, c'est justement la capacité d'une entreprise à se relever le plus rapidement possible et sans trop d'impact d'une cyberattaque. Donc c'est tout ce qu'on va mettre en place en amont qui va faire que mon organisation va pouvoir se relever en 1 heure, en 1 semaine, en 1 mois, et pas y passer 3 ans ni déposer le bilan. Donc tout ce qui est commun à NIS 2, DORA et ISO 27001 se représentait sur ces 5 piliers. Le fait de mettre en place une gouvernance, idéalement avec un RSSI, de piloter l'entreprise par la gestion des risques cyber, de mettre en place un certain nombre de mesures organisationnelles, sécurité physique, sécurité IT, de la protection, mettre en place des solutions de gestion d'incidents. Donc là, on va parler de l'EDR, on y reviendra tout à l'heure avec Hervé. On va surtout aussi piloter la chaîne d'approvisionnement. Si je reprends l'exemple de Boulanger, quand Boulanger s'est fait cyberattaquer, c'est pas Boulanger l'enseigne qui se fait attaquer, c'est la livraison au dernier kilomètre, c'est le livreur du dernier kilomètre qui s'est fait hacker. Et à travers ça, toutes les coordonnées des clients qui se faisaient livrer. Donc le fait de pouvoir monitorer la cybersécurité de ses fournisseurs, de ses prestataires, de ses sous-traitants est clé
dans la stratégie de cybersécurité. Et puis la continuité d'activité, donc là on va rentrer dans des choses un peu plus d'infogérance, c'est plan de continuité d'activité, PRA et la sauvegarde à minima le 3-2-1 pour rappeler les bonnes pratiques. Donc comment on fait ? Si vous êtes confronté à ces problématiques-là ou si vous cherchez effectivement à vous créer une stratégie de cybersécurité, il faut profiter de 2026 pour commencer à faire vos premiers pas. Le premier pas vers la conformité, c'est tout d'abord revoir sa politique de sécurité. Donc là, on parle de sa PSSI et de trouver le sponsor, soit direction générale, soit effectivement le rôle du RSSI. Mais on sait que dans les PME, il est rare d'avoir un RSSI dédié. C'est effectivement de reposer le cadre d'une politique de sécurité des systèmes d'information. La deuxième chose, je le redis, 60% des attaques sont liées à l'humain. Donc, il faut sensibiliser, exercer au phishing, sensibiliser aux usages, durcir les usages sur les équipes IT pour que tout ça soit le plus proactif possible. Ensuite, c'est le combo entre effectivement la technologie, donc se doter d'outils, on parle de l'EDR, donc l'antivirus de nouvelle génération, et d'un service de supervision en 24/7, soit en interne, soit effectivement le fait de l'externaliser auprès d'un SOC, comme l'est celui de Sigma, pour justement bénéficier de cette réaction, de cette protection, et le fait de pouvoir s'appuyer sur un prestataire expert. Le dernière chose, rechallenger votre stratégie de sauvegarde. Souvent, on est en janvier, c'est la bonne période de dire, bah voilà, finalement, j'ai migré un certain nombre d'informations et j'ai migré une partie de mon parc informatique dans le cloud, mais est-ce que dans le cloud, je suis bien sauvegardé ? Si on reprend l'incendie il y a quelques mois d'OVH, beaucoup d'entreprises ont découvert qu'elles n'avaient pas souscrit la sauvegarde de leurs données dans les data centers d'OVH en pensant que c'était une fonction de base d'OVH. Non, c'est pas parce que c'est dans le cloud que 1, c'est sécurisé et c'est pas parce que c'est dans le cloud que 2, c'est sauvegardé. Donc n'imaginez pas, lisez bien les petites lignes et souscrivez bien le bon niveau de service. Je vais passer la parole à Hervé sur la deuxième partie sur justement Microsoft. Alors au niveau ALSO, hein, comme on l'a dit, on distribue donc l'ensemble des produits Microsoft et c'est là-dessus effectivement qu'on a reposé notre offre avec Sigma sur un SOC. Donc vous savez tous que dans les licences Microsoft, il y a les produits de cybersécurité. Alors là je parle à partir de Business Premium, d'accord ? On ne parle pas de basique ou de standard où là il n'y a que l'identité qui apparaît, mais dès qu'on parle de business premium, donc de la licence PME à ce niveau-là, là, on a tous les éléments, et j'ai bien dit tous les éléments, pour au moins commencer à parler de cybersécurité. Aussi bien, d'identité, que de gestion de parc, et bien évidemment le produit principal qui nous intéresse, c'est la gamme Defender. Donc Defender est un EDR, hein, comme on l'a dit, c'est la première brique impérative, on va dire, pour pouvoir réellement. En fait, je pense qu'il faut les deux micros. Pour pouvoir réellement avoir une couverture et surtout une remontée de log qui nous permet effectivement d'étudier une attaque, d'accord ? Je me souviens plus, j'en étais... Oui, pardon. Et après, on cherchait effectivement à rentrer dans la conformité. Alors, les produits Microsoft nous permettent d'arriver à une certaine conformité, que ce soit NIS 2 ou DORA. La différence entre NIS 2 et DORA, elle se situe au niveau de la data. Dès qu'on parle de data, et donc de sécurisation de la donnée sensible, on parle de DORA. Il y a un morceau dans NIS 2 qui aussi, je dirais, est impératif à ce niveau-là, mais il est très limité. En gros, même si on ne gère pas la data réellement pour rentrer en conformité NIS 2, c'est possible. Alors que pour DORA, c'est carrément impossible. D'accord ? C'est là c'est véritablement là la grosse différence entre les deux conformités. Cette conformité DORA, elle est imposée à l'ensemble des services financiers,
d'accord, y compris ceux qui peuvent paraître plus lointains. Dès qu'il y a une attache avec un service financier, ou en tout cas on parle d'argent, obligatoirement, ça doit être couvert par DORA. Et là, la data doit être couverte, encryptée, taguée. Et là, je ne suis pas forcément ce que l'on a, parce qu'en fait, clairement, ce qui nous intéresse, c'est de vous donner les grandes bases de ce que Microsoft va faire pour vous, enfin, va vous permettre de faire. On l'a dit, pour rentrer dans... Pour rentrer en conformité, la première brique va rester Business Premium, et après pour les sociétés de plus de 300 utilisateurs, là on va parler de licence E3 ou E5. D'accord? Ces deux bases, on va dire, de licence font que si vous êtes si vous avez des clients qui ont besoin, qui sont moins de 300 déjà, là, clairement, qu'ils aient besoin de conformité ou pas, dès qu'on va commencer à parler de cybersécurité, on va parler de Business Premium. Je l'ai dit, c'est la seule licence dans laquelle il y a les produits de cybersécurité. OK ? Dès qu'on veut rentrer en conformité, on a un impératif qui est... Alors, je vais juste rajouter une brique. Microsoft, donc en octobre l'année dernière, s'est aperçu d'une chose, c'est que pour rentrer dans la conformité NIS 2, il manquait des éléments dans Business Premium. D'accord ? Donc on a rajouté, ils sont venus rajouter un pack qui s'appelle Defender Suite. Ce pack Defender Suite va avoir l'ensemble des produits Plan 2, chez Microsoft, licence Plan 2, de Defender et d'identité avec Entra ID. Quand vous avez déployé l'ensemble de ces licences, vous avez tous les applicatifs qui vous permettent d'arriver à une conformité. Donc pour faire simple, Business Premium plus le pack en haut Defender Suite, vous avez tous les produits qui peuvent vous permettre d'arriver à conformité. Après, il nous manque deux briques. Une brique qui est donc la supervision, un SOC, d'où notre offre. Et le troisième point, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, un PRA ou un PCA en cas de crash. Quand on a ces trois briques-là, on peut rentrer en conformité. Donc, qu'est-ce que ça impose, on va dire, pour les utilisateurs de vos clients ou vos propres utilisateurs? Des licences. Là, c'est des prix publics. Hein. Donc, le premier prix public est de 20,60 € pour la Business Premium et de 9,87 € pour l'ensemble de la gamme Defender. Parlons de DORA. On l'a dit, c'est la data qui est nécessaire. Quand on parle de data, chez Microsoft, on parle de Purview, le produit Purview. On a un morceau de Purview dans Business Premium. Ce morceau de Purview est un morceau de déploiement manuel. Et en fait, pour rentrer en conformité, il faut que ce soit un produit automatique. En gros, une donnée sensible est créée, automatiquement, elle doit être étiquetée et encryptée suivant son niveau de sensibilité, on va dire.
Et là, en comparaison de tout ça, Microsoft a donc créé une licence, enfin un bundle, qui s'appelle Defender et Purview Suite. Vous le retrouvez donc au niveau de Business Premium. Alors, obligatoirement, il faut avoir la licence Business Premium pour pouvoir accéder aux différentes suites cyber, d'accord? Donc la brique minimum étant Business Premium. Et si votre client a besoin d'une conformité DORA, là, bien évidemment, il faudra déployer l'ensemble des produits du bundle. Toujours pareil, en ayant derrière un SOC et un PRA ou un PCA. Là, on a tout simplement un descriptif de ce que imposent les conformités à ce niveau-là. A priori, ils vont être encore renforcés, surtout pour DORA, dû aux multitudes des attaques actuelles. Et là, on parle de nos amis russes et chinois. Mais si vous voulez une couverture, il faut au moins arriver à couvrir tous ces éléments-là. Ouais. Alors, derrière justement ce que présente Hervé en termes de licensing, se traduit en fait tout simplement par ce qu'on appelle le modèle Zero Trust. Le modèle Zero Trust, il est né il y a une dizaine d'années sur l'idée que la sécurité périmétrique avait touché ses limites. C'est-à-dire qu'on essayait de faire un espèce de château fort autour de son système d'information en disant qu'en montant des remparts les plus hauts possibles avec des firewalls, des proxys, des VPN, jamais personne pourrait rentrer dans son système d'information. Malheureusement, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on voit bien qu'un attaquant, à travers le vol des données et notamment des accès login, mot de passe à votre système d'information, peut pénétrer votre système et pénétrer votre château fort. Donc Microsoft met en avant, et c'est ce que vient d'expliquer Hervé, pour chacune des souscriptions, ça va vous permettre en fait de traiter chacun des sujets de votre système d'information, chaque composante de votre système d'information, une par une. On va avoir effectivement Entra ID sur la partie identité, on va avoir Defender pour la partie endpoint, on va avoir Purview pour la partie données, et en fait ça va vous permettre graduellement et de façon modulaire de choisir la bonne souscription Microsoft avec le bon périmètre que vous allez avoir à souscrire. Ce qu'expliquait Hervé, c'est qu'il faut forcément, par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à ce que vous avez, choisir quelles sont les bulles que vous allez sécuriser. Si vous êtes un site e-commerce, ça va être surtout votre site, votre application en ligne qui va apporter toute la donnée sensible. Si vous êtes un assureur ou une mutuelle, vous allez avoir un réseau d'agences partout en France. La data, elle est répartie dans tous les postes de travail qui peuvent accéder à votre système d'information. Tout ça, chez Microsoft, c'est piloté à travers un indicateur unique qu'on appelle le Secure Score. Donc, quand vous mettez en place votre conformité, et notamment à travers Microsoft, vous allez sur security.microsoft.com. La première chose que vous donne la plateforme, c'est votre Secure Score. En dessous de 50, vous avez des soucis à vous faire. C'est-à-dire que les bases en termes de sécurité, d'identité, de conformité des postes de travail ne sont pas mises. Si vous êtes entre 50 et 60, vous êtes en bonne voie. Il y a un peu de durcissement à faire. Et effectivement, aujourd'hui, par rapport à la conformité, on considère qu'il faut avoir un Secure Score au-dessus de 65, 70 sur certains périmètres pour vous garantir. Donc le Secure Score, il est intéressant parce que ça permet à un RSSI ou à une équipe IT d'utiliser un indicateur qui est assez vulgarisé, qu'on peut montrer au comité de direction pour expliquer je suis parti à 45 en janvier 2025. En juin 2026, je suis à 70 et ça me permet d'avoir un certain nombre. Ce n'est pas un label, mais ça vous donne un indicateur sur lequel vous allez pouvoir agir. Et donc, on va venir avec vous durcir petit à petit chacune de ces bulles, si vous êtes concerné, et activer ça. Okay ? Et ça, c'est un point qui est hyper important. Cette démarche-là, elle s'accompagne aussi, et on le dit, il faut absolument que vous sensibilisiez vos équipes de direction et vos équipes IT. Et ça, Alzo propose de financer certains workshops. Donc, vous avez la possibilité de mobiliser des équipes et des consultants Alzo pour aller justement dynamiser et présenter ces éléments-là à vos boards. Oui, tout à fait.
En gros, vous avez 5 clients, j'ai bien dit 5, pas 50, 5, qui ont cette problématique ou de conformité ou tout simplement de cybersécurité. En gros, on monte un workshop, c'est Alzo qui s'occupe de tout, on invite vos clients. Alors ça peut se passer par webinar ou tout simplement par un présentiel sur un site ou autre. Et à partir de ce moment-là, on les sensibilise. Alors, sur 3 thèmes, la cybersécurité, la compliance, donc la conformité, et le 3e point étant l'intelligence artificielle avec Copilot. Là-dessus, et j'ai bien dit 5, il nous faut 5 clients référencés en présentiel ou à distance, et Microsoft met à disposition dans ces cas-là $2000 pour cette présentation, pardon. Ok. Après l'assessment, donc pour mobiliser et faire comprendre aux entreprises qu'elles doivent y aller, on a également conçu, nous, avec Alzo, un audit NIS2. Donc cet audit NIS2, il va se dérouler sur 3 jours. L'objectif, c'est d'évaluer, donc là, on va vraiment plus être en multisociété, mais vraiment s'inscrire dans votre contexte. On va venir en fait intervenir pour aller vous auditer sur 8 thématiques. Donc c'est un peu plus détaillé que les thématiques tout à l'heure où on parlait de la résilience ou un certain nombre de choses. On va évaluer 80 critères d'évaluation, donc votre politique de conformité, vos politiques sur le poste de travail, votre sécurité physique, votre sécurité périmétrique. Et à partir de là, on va vous restituer un certain nombre de scorecards qui va vous positionner, 1, par rapport à votre secteur, 2, par rapport à la taille de votre entreprise, et vous donner un plan d'action et une feuille de route des actions de durcissement que vous avez. Donc on a plus de 100 recommandations possibles à travers cet audit. On peut l'agrémenter pour les sociétés justement NIS2 ou DORA d'interviews un peu personnalisées qu'on peut faire notamment avec les DRH, les DAF, les DSI, toutes personnes qui peuvent être effectivement légalement plus concernées par la protection de la donnée et notamment le RGPD. Donc cet audit-là, donc par rapport à l'assessment qui est plus orienté prise de conscience, là, l'audit, il va plutôt passer de dire je passe du diagnostic à l'action. Donc vous donnez les clés pour justement créer cette feuille de route et aller chercher auprès de votre board les budgets ou en tout cas les moyens de sécuriser votre système. Et puis la dernière, effectivement, roue du carrosse, ce sont effectivement les solutions de service que propose Alzo à travers Sigma, qui est la mise en place d'un SOC SecureSphere, où on va effectivement nous pouvoir gérer pour vous, donc externaliser votre service de centre opérationnel de sécurité dans nos équipes. Donc Sigma a 2 centres de service à Nantes et à Strasbourg qui garantissent une continuité de supervision. C'est une 40aine de collaborateurs qui sont en 24/7 derrière des écrans et qui vont être alertés dès qu'un événement de sécurité va être détecté sur votre poste de travail, sur vos identités, vos applications métiers. Pourquoi c'est un métier, cette supervision ? Déjà parce que ça fait appel à de l'expertise, ça fait appel à des analystes, ça fait appel à ce qu'on appelle de la CTI, donc de la veille sur les menaces et les chemins d'attaque les plus connus par les hackers, pour que justement, dans 90% des cas, les outils vont réagir automatiquement aux menaces, et dans 10% des cas, nos analystes vont devoir se pencher sur une levée de doute, vérifier la légitimité de l'action, vérifier si le fichier qui a été mis en quarantaine était vraiment un fichier malicieux, s'il n'y a pas eu de mouvement latéral, s'il ne fallait pas bloquer et proactivement bloquer telle ou telle partie du système d'information pour vous protéger. Donc là où Sigma va intervenir, c'est l'analyse, la qualification et la remédiation pour vous. C'est surtout de la supervision 24/7. On sait pour des entreprises combien c'est compliqué de mettre en place des systèmes d'astreinte, de mettre des systèmes où on peut solliciter un point de contact en 24/7, surtout le dimanche, et c'est malheureusement en HNO que les cyberattaquants vont plutôt attaquer. Donc on vous apporte cette sérénité, le fait que systématiquement, quelqu'un va superviser la sécurité de votre système d'information. Ce qu'on a construit avec Alzo, c'est aussi, et on le sait, une offre qui est évolutive et qui s'adapte aux différentes petites et moyennes organisations. Pour beaucoup,
et aujourd'hui on peut avoir ce besoin-là, vous souhaitez par exemple mettre en place une cyberassurance. Depuis maintenant quelques mois ou quelques années, le premier pilier sur la cyberassurance, c'est de passer à un EDR, donc la mise en place d'une solution Endpoint Detection and Response, et de se dire, je vais au moins le faire manager. C'est la case à cocher pour se faire cyberassurer en 2025 et en 2026. Donc là, comme l'a dit Hervé, vous prenez la souscription Business Premium, vous avez le premier niveau de sécurité et vous avez Sigma qui supervise en 24/7 tout ce qui se passe sur vos terminaux et ce que font vos utilisateurs quand ils se connectent. Le deuxième niveau, voilà, on est sur une PME, on commence à parler effectivement de conformité 10.2, on va aller rajouter la sécurité périmétrique, on va aller rajouter toute la collaboration, donc toutes vos données, qu'elles soient dans le cloud ou sur les postes de travail, et on va intégrer la sécurité périmétrique autour du réseau, du firewall, de proxy et du VPN. On commence là à parler de XDR, donc détection et réponse étendue, qui va nous permettre d'avoir là à peu près une supervision à 360 degrés de votre système d'information. Et comme l'a dit Hervé, on est sur Business Premium et pour la conformité, il faudra souscrire au pack Defender, notamment Defender Suite, qui vous permettra d'avoir un périmètre plus large et d'avoir cette souscription. Le troisième niveau, on va plutôt le réserver soit à des fournisseurs de services numériques, comme des éditeurs, soit à des acteurs dont le modèle digital est très développé, puisqu'on va aller justement indexer la donnée, indexer tout ce qui est application cloud et ressources cloud. Et donc là, on va clairement être dans le giron de la conformité DORA, où, comme l'expliquait Hervé, il va falloir chiffrer, cartographier en automatique les données, mettre en place des politiques de sécurité. Ça va nous permettre, par exemple, aujourd'hui, vous avez un collaborateur qui commence à saisir un numéro de sécurité sociale, saisir un code IBAN, mettre un numéro de passeport dans un document, automatiquement, Purview va l'étiqueter, va chiffrer le document et on va mettre une politique qui va interdire que ce document puisse être placé en pièce jointe, puisse être envoyé vers Copilot, puisse être pire mis sur ChatGPT pour aller faire un scoring des clients par sinistralité ou ce genre de choses. Donc vous voyez, en fait, on part de je supervise vos utilisateurs, vos postes de travail, je supervise votre data dans le cloud et notamment à travers Office et votre réseau et je supervise l'intégralité de vos applications et vos services. Donc avec Alzo, on a effectivement construit cette offre, SOC SecureSphere, dont l'objectif est vraiment de vous appuyer sur un SOC 24/7 souverain. Tous les collaborateurs et les acteurs de Sigma sont en France, sont français et sont situés à Nantes et à Strasbourg. On a tous les niveaux de labellisation autour de Microsoft en termes de sécurité. Et comme vous l'avez vu, c'est une offre qui est progressive et on s'adapte et financièrement et sur les modèles de souscription Microsoft, justement pour vous accompagner aujourd'hui et durcir petit à petit. Donc c'est vraiment cet accompagnement global et sur mesure qu'on peut effectivement vous proposer. Je vais laisser Hervé conclure. Le but étant de partir, alors on l'a dit, NIS 2, ça va couvrir normalement, je dis bien normalement, 100% de nos administrations françaises, sauf celles qui sont inférieures à 10 personnes. Là, je parle entre autres pour les mairies. A priori, ils vont passer à travers. Mais toute administration supérieure à 10 personnes va avoir l'obligation de venir sur NIS 2. Donc, de venir sur Business Premium, au minimum. Ça, c'est un point important à focaliser par rapport à vos clients. Deuxième point, ils vont avoir une certaine obligation de reporting. Et là, on n'en a pas parlé dans notre présentation, mais dans le SOC que l'on propose, ce reporting est fait mensuellement. Nicolas l'a dit, on part clairement en France, dès qu'on sort un Secure Score sur n'importe quel client, on est inférieur, dans 90% des cas, on est inférieur à 50. Donc en gros, c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Le but étant de montrer au premier mois qu'ils étaient par exemple à 45, d'accord, et qu'on arrive effectivement au bout de 3 mois à passer la barre des 50, voire des 60,
et si on a besoin de conformité, au moins arriver à 70. C'est pas gagné, hein. Soyons clairs. Ça sera, le principe étant qu'il faut arriver à ça, et c'est au moins la possibilité de leur montrer que leur investissement n'a pas été fait pour rien. Sans compter, évidemment, qu'il faudra qu'ils rendent des comptes à leurs autorités supérieures. Alors, pour les mairies, entre autres, ça sera les préfectures. Pour les autres administrations, leur ministère de référence, d'accord ? Et l'avantage, c'est que là, on leur fournit les documents qui leur permettent de se justifier auprès de leurs grandes administrations, on va dire. Voilà. Autre point, et là, on va être en dehors du SOC, hein, on va dire, c'est effectivement d'avoir, on l'a dit, hein, un plan de sauvegarde ou un plan de récupération de données. Et là, on a d'autres solutions que Microsoft qui peuvent être mises en route, que ce soit chez Acronis ou chez AvePoint, qui ont des systèmes qui reposent bien évidemment sur l'ensemble des produits Microsoft et qui leur permettent d'être backupés et restaurés toujours dans le cloud, hein, bien évidemment, mais de façon idéale et surtout moins cher que Microsoft. Voilà. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Pour tous, la question a été de dire, est-ce qu'en fonction de la taille des entreprises, on peut dire quel est le délai de reprise d'activité à la normale sur ça? Alors, sans faire d'humour, c'est pas une question de taille, c'est une question de préparation, parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir des petits acteurs qui ont mis les moyens et justement les bases en place pour déjà se protéger et se restaurer. Donc, c'est plutôt la préparation qui compte. Il y a eu longtemps, en 2024-2025, il y a eu pas mal de statistiques qui sont sorties et finalement, il y a eu un peu un emballement marketing et de communication. On n'a jamais pu vraiment vérifier le chiffre de dire qu'il y avait 60% des PME qui déposaient le bilan dans les 6 mois suite à une cyberattaque. On peut vous citer quelques exemples. Sopra Steria a eu une cyberattaque il y a quelques années, enfin il y a quelques mois. Ils ont mis 9 mois à retrouver un usage nominal de leur messagerie et de partage documentaire à l'intérieur même de leurs entreprises. Et puis vous avez une PME de 50 personnes qui, la semaine suivante, avait pu restaurer immédiatement son système d'information et revenir à la normale en ayant perdu uniquement 7 jours. Donc c'est vraiment une question de préparation. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, 90% des PME ne se sont pas dotées des basiques, donc elles sont en risque. Et effectivement, le risque d'arrêt ou en tout cas de perte d'exploitation sont très importants et voire vitaux, notamment pour ces entreprises. Deuxième chose, et je réinsiste, il ne faut pas voir en fait son organisation de façon seule et indépendante. Je l'ai dit assez rapidement sur la maîtrise de sa supply chain. Une PME est d'autant plus fragile si elle a un de ses sous-traitants qui se fait cyberattaquer parce qu'elle n'a pas non plus les moyens légaux, les moyens juridiques justement d'aller challenger ses contrats, d'aller challenger ces aspects-là, et donc elle peut aussi être fragilisée par le niveau de sécurité de ses sous-traitants. J'arrête, quand on fait de l'audit et quand on fait de la sensibilisation, je n'arrête pas de dire que votre sécurité est la somme des niveaux de sécurité de l'ensemble de votre écosystème. Et il suffit que vous ayez un maillon faible quelque part pour que vous soyez exposé, et que vous soyez petit ou grand, c'est vrai. Après, aujourd'hui, rares sont les entreprises qui se remettent en moins d'un mois d'une attaque ou d'un incident de sécurité pour revenir vraiment à la normale. Et dans le même principe, on parlait des conformités. Donc, une administration qui est NIS 2, logiquement, on est dans le pyramidal. Hein.
Ça veut dire aussi bien ceux qui ont besoin de conformité DORA que NIS2 vont demander justement à l'ensemble de leurs prestataires d'être en équivalence NIS2 ou DORA, suivant sur n'importe qui. Ça peut être on parlait tout à l'heure du système de livraison. Ils vont choisir le transporteur qui aura la dénomination NIS2 plutôt que celui qui ne l'a pas. Pourquoi ? Parce que tout justement, en cas d'audit de conformité de leur de leur organisme de supervision, on va dire, ils leur diront il nous faut une chaîne complète de conformité. Autrement, c'est comme s'il y avait un trou dans la raquette, comme le disait Nicolas, et partant de là, vous n'êtes plus conforme. C'est véritablement encore pire pour DORA. Je connais quelques prestataires qui travaillent avec 2 grandes banques françaises qui ont eu et clairement ça représentait 90% de leur chiffre d'affaires et 400 personnes derrière, donc voilà. Ils ont eu 3 mois pour se mettre en conformité. Sinon, ces banques arrêtaient de travailler avec eux. Donc il y a un réel risque par rapport à vos clients. Si vous demandez une conformité, là il faut pouvoir aller très vite, on va dire, pour pouvoir se mettre en conformité, pour tout simplement pas les perdre, quoi.